Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Abba Ka Jed Abba Re. Que les bénédictions soient Satnam. Je vous remercie d'être présent à cette nouvelle édition sur ma famille. J'espère que les précédentes éditions ont pu apporter quelques éclaircissements, quelques compréhensions à votre vie au quotidien, je l'espère sincèrement, puisque c'est justement l'objectif de ces échanges-là. Et je crois en mon fort intérieur que vous saurez comment profiter, avec intelligence bien sûr, de ces connaissances pour pouvoir optimiser votre vie. Vous savez, la connaissance est un outil fondamental. C'est l'outil fondamental. Et si aujourd'hui, la population ne va pas à la connaissance par mauvaise habitude, c'est tout simplement parce que le chemin ne lui a pas été montré. Mais on n'attend pas que quelqu'un vous montre le chemin, on décide soi-même du chemin qu'on veut entreprendre, qu'on veut prendre, et on décide d'aller à la connaissance. Car si vous ne voyez pas, comment pourriez-vous avancer? La connaissance est la lumière qui brille dans votre obscurité intérieure. Et cette lumière vous permet de distinguer les différents objets, les différentes natures qui se trouvent à l'intérieur de votre jardin personnel. Et c'est simplement grâce à cette lampe que vous pouvez savoir où vous allez, savoir ce que vous faites, mieux faire les choses. Il n'y a pas de prix à la connaissance. Je remercie donc les personnes qui continuent d'aider cette chaîne-là. Les autres qui ne le font pas, j'espère qu'ils finiront par le faire. Parce que retenez bien, dans la vie, absolument rien n'est gratuit. Et en fait, les choses, vous en profitez mieux. Les choses, vous les réalisez mieux lorsque vous avez en retour payé un prix. C'est ce qu'on appelle le djed, c'est-à-dire l'équilibre. La pauvreté de l'Afrique, c'est de vouloir toujours prendre, encore prendre, mais pas dans une position de donner. Et pourtant, l'Afrique a tellement à donner. Il faut juste une intelligence situationnelle pour permettre aux gens de savoir décision prendre afin de conduire mieux les Africains ou que les Africains eux-mêmes s'autoconduisent. Bon, bref, c'est une page de l'histoire que nous aborderons certainement dans d'autres vidéos comme apport de compréhension à ce que j'appelle l'émergence d'une conscience africaine qui va changer la donne mondiale. Pour l'heure, je reviens donc à la famille. Pour ceux qui ont suivi les deux précédentes vidéos, c'est-à-dire l'introduction et la vidéo qui a suivi pour, disons, ouvrir le chemin, nous voici donc dans la troisième vidéo de ma famille. Donc, nous avons parlé de ma famille, nous avons expliqué ce que cela veut dire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce totem, à ce sanctuaire que constitue la famille, à ce sang que constitue la famille, à ce lien que constitue la famille, à ce secret que constitue la famille. C'est très important de pouvoir observer les différentes entités, les différentes forces qui se retrouvent au niveau donc de ce que j'appelle la famille, qui pour moi est en même temps un hôtel, qui est en même temps un sanctuaire des forces, puisque comme je l'ai dit la dernière fois, on peut considérer de la même famille des personnes qui ont le même sanctuaire. Donc c'est le sanctuaire qui fait de nous des individus de la même famille parce qu'on est mu par le même égrégore ou les mêmes entités sources, c'est-à-dire les entités ascendantes. On est mu par ces mêmes entités
Et les familles petites, on va le dire comme ça, excusez-moi le terme, peuvent s'inclure dans les familles plus grandes, formant ainsi un champ de famille encore plus élargi. C'est ainsi qu'on crée une communauté. Et on va venir maintenant à l'élément le plus important, c'est la constitution des entités ou la constitution entitaire de ce total qu'est la famille. Le premier élément, en dehors de Mao, dont chacun peut justement tirer compréhension à sa manière, il y a ce que nous appelons généralement au niveau donc de l'autel de la famille, les nétères, c'est-à-dire les nuturu. Je vais les appeler ainsi les principes. Mais pour mieux les comprendre, on va les convertir en quelque chose de plus appréhendable pour vous. C'est ce que nous appelons souvent les ancêtres ou les mânes des ancêtres. Même s'il y a une différence entre les deux, je vais dire plutôt les mânes des ancêtres. Donc, la famille est constituée d'abord de cette portion-là qu'on appelle les ancêtres, mais d'abord des mânes des ancêtres. C'est ce qui est important au niveau des ancêtres. C'est ce qui fait ce qu'on appelle la généalogie. Et c'est ce qui fait ce qu'on appelle justement dans la plupart des cultes universels la tradition. Parce qu'on ne peut pas parler de tradition lorsque nous n'avons pas d'ascendants, lorsque nous n'avons pas d'ancêtres. Et donc les ancêtres ou les mânes des ancêtres sont primordiales, d'accord? Les mânes des ancêtres sont primordiales dans le processus de fonctionnement de l'autel. Donc une famille ne peut pas ne pas avoir d'ancêtres. Et il est important qu'à travers la tradition, puisque la tradition a pour mission de conserver un lien mystique, même si c'est plus tard un lien social, mais un lien spirituel avec les mânes des ancêtres, avec les ancêtres qui ont porté le même autel, le même sanctuaire, si vous voulez. On va le dire comme ça pour qu'on se comprenne. Donc la plupart du temps, il ne faut pas ignorer, puisque vous n'êtes pas venu physiquement à l'existence par vous-même, vous êtes venu à travers des parents qui sont venus à travers des parents et donc vous formez ce que j'appelle une chaîne de généalogie ou une généalogie et on peut vous relier, si l'histoire de votre famille le permet, on peut vous relier à des ancêtres encore plus éloignés. Maintenant, si l'histoire de votre famille ne le permet pas, sachez que l'autel possède la mémoire de toute l'ancestralité ou de tous les ancêtres. Ce qui veut dire que même si vous êtes un individu ramassé dans la rue, ou bon, vous avez oublié vos origines, ou etc., il faut savoir que l'autel est doté de sa propre conscience. Et vos ancêtres se trouvent naturellement à l'intérieur de votre sang. Ils sont aussi vivants comme si vous les connaissiez réellement. C'est la raison pour laquelle on peut éveiller, on peut réveiller disons, ses ancêtres à travers des rituels de sang. Parce que, justement, à travers des rituels de sang, que beaucoup de traditions font, on arrive à vivifier, n'est-ce pas, le lien qui relie les présents au passé. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle la tradition. Maintenant, tous les ancêtres n'ont pas été forcément bons. Certaines familles préfère mettre de côté certains ancêtres qui n'ont pas impacté positivement. C'est vrai, on peut garder tous les ancêtres, mais on n'est pas obligé de garder les mânes de tous les ancêtres. C'est cela que je dis qu'il y a une différence, parce que les mânes, ce sont les puissances magiques des ancêtres dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui vous donne la capacité d'aller de l'avant. Généralement, vous avez de facto les faiblesses des ancêtres. Les faiblesses de vos parents, vous les avez. Souvent dans ce monde, c'est ce que vous avez souvent. Vous avez les maladies des parents, vous avez les petits bobos des parents. Ça se transmet rapidement. Ce sont des choses de la vie courante. Parce que ça fait partie des lois inférieures qui possèdent leur récurrence, c'est-à-dire leur karma, et qui se répètent d'individu en individu. Mais au-delà de ça, au-delà de cette récurrence-là, qui est propre peut-être à votre généalogie familiale, il y a également des lois supérieures.
Et ces lois supérieures, c'est à travers la tradition et les cérémonies que j'ai déjà définies comme un protocole d'accord entre l'invisible et le visible pour changer ou pour produire des résultats dans le physique. Et bien c'est à travers cet ensemble de choses que justement on profite des mannes des ancêtres pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir ouvrir des chemins, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Maintenant, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous avons encore les véritables rituels qui permettent, parce que beaucoup de personnes sont allées dans les villages, chez eux, pour pouvoir renouveler avec la tradition, mais les situations se sont empirées parce que la plupart du temps, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui représentent la tradition, mais qui sont très malhonnêtes et qui profitent de l'incrédulité des gens pour pouvoir les arnaquer et surtout leur faire véhiculer de mauvaises énergies, d'accord, des énergies dégradantes, parce que ces personnes ont développé des entités pour manipuler. Il y a des gens qui ont quitté l'étranger, qui sont allés dans leur tradition pour dire oui, je suis revenu et tout. Mais la jalousie aidant, on leur a fait, excusez-moi, de faux rituels, où on leur a fait des rituels de sorcellerie noire et finalement leur vie est devenue beaucoup plus dramatique que de par le passé. Donc il se pose aujourd'hui le problème d'originalité et d'authenticité de la tradition et du représentant de la tradition pour pouvoir véhiculer, n'est-ce pas, la bonne information rituelique ou la bonne information magique afin d'aider. Parce que, étant donné que l'individu dans son présent ne peut pas se dissocier de ses ancêtres, autrement, il perd une grande partie de son identité, enfin, il perd la source même de son identité intérieure ou spirituelle. Donc, il est nécessaire qu'il soit reconnecté par un processus personnel ou traditionnel à la totalité de ses ancêtres. Et donc, s'il arrive à récupérer les mannes des ancêtres, et là je parle des mannes, quand on parle souvent des mannes des ancêtres, c'est toujours la puissance magique des ancêtres, la force capacitaire des ancêtres, mais on y met seulement les ancêtres qui, généralement, ont agi selon les lois de la Mahat, selon la loi de la nature. Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale à la tradition a des interdits et la tradition a des lois, a des principes, parce que la tradition véhicule un certain nombre d'entités ou de puissances qui ont imposé, afin d'être totalement correctement fonctionnelles, qui ont imposé un certain nombre de règles à suivre. Et donc, certains ancêtres qui ont été des ancêtres contre nature, on ne récupère pas leur manne, parce que leur manne peut contaminer, n'est-ce pas, le processus générationnel. C'est la raison pour laquelle certaines traditions excluent carrément certains ancêtres qu'on a jugés entre griffes mauvais et on ne les inclut pas. C'est pourquoi je fais toujours la différence entre les ancêtres et les mannes. C'est les mannes des ancêtres, c'est des mannes des ancêtres dont on a besoin. Parce que les mannes, c'est le mana, c'est la puissance magique des ancêtres, c'est la force capacitaire, parce que chaque individu laisse une trace, vous voyez, une trace énergétique qu'on peut utiliser pour impulser, n'est-ce pas, le présent et le futur. Alors, la tradition, elle est bien, il faut pouvoir s'y ressourcer à travers l'originalité et l'authenticité. Autrement, je vous garantis que vous allez parfaitement vous perdre et vous n'aurez que vos yeux à vous seuls pour pleurer, comme beaucoup de personnes ont déjà fait cette erreur-là. Donc, le premier élément de la famille, je le dis premier élément, hein, tout en mettant de côté d'abord Mahou et tout ce qui va autour, puisque pour nous, Mahou n'est pas une entité adorable, qu'on va adorer en l'espèce. Mahou, c'est justement l'inaccessible. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les divinités, c'est-à-dire les entités composites. Et on commence justement par ces entités qu'on ne peut apprécier qu'à travers les mannes des ancêtres. Et ces mannes des ancêtres constituent la source même de la tradition, raison pour laquelle un individu descendant doit être connecté à ses ascendants ou à ses ancêtres pour pouvoir retrouver une certaine identité culturelle, une identité culturelle, une identité intrinsèque. Et ça, c'est normal. Autrement, vous ne savez pas qui vous êtes. Maintenant, il y a plusieurs procédés pour pouvoir se connecter, n'est-ce pas, à ses ancêtres. Il n'y a pas que retourner au village pour le faire. Il y a des processus magiques très simples. Je l'ai dit tout à l'heure, vos ancêtres ne sont allés nulle part.
D'accord? Ils sont à l'intérieur de vous. Ils sont en vous. Ils sont dans votre sang. Et vous pouvez, n'importe où vous êtes, même si vous êtes égaré dans le désert, tout seul, pratiquer un petit rituel qui vous permet de réveiller les ancêtres en vous. Et vous allez voir, vos ancêtres peuvent communiquer en vous, ils peuvent parler en vous, et ils peuvent vous parler. Je dis, les ancêtres peuvent vous parler indépendamment d'aller voir un prêtre vaudou, un praticien vaudou. Vous n'en avez forcément pas besoin. Je vous assure, vous n'en avez forcément pas besoin. Donc ça, c'est l'élément important, un des éléments importants de la famille. Parce que sans ça, la famille n'est pas famille, n'a pas de sens. D'accord? Il faut le comprendre. Maintenant, l'autre élément également, c'est qu'il peut arriver que un descendant, appelons-le comme ça, quelqu'un qui est l'actuel, donc un descendant, ait développé, disons, sa puissance magique au-delà de la puissance magique de ses ancêtres. C'est l'idéal. C'est ce qui permettra justement à la tradition de pouvoir évoluer, à l'énergie générationnelle de la famille de pouvoir monter. Parce que ce qui se passe aujourd'hui que nous constatons, c'est que la plupart des praticiens, ayant perdu la connaissance, ne font que répéter le même cycle de ce qu'ils appellent souvent « nos ancêtres ont toujours fait ça ». Écoutez, les ancêtres ne faisaient pas ça pour que vous répétiez la même chose. Il faut le comprendre. Les ancêtres faisaient ça, sachant que à chaque époque, ces réalités, pour qu'en apprenant comment ils faisaient par la connaissance, vous puissiez améliorer le processus. Alors, si vos ancêtres allaient à pied, mais pourquoi vous allez en voiture? Si vos ancêtres allaient, disons, à vélo, pourquoi vous allez en avion? Il faut être conséquent envers soi-même. Vous ne pouvez pas dire que nos ancêtres faisaient ça, on fait comme nos ancêtres faisaient. Mais quand il s'agit d'autre chose, ben vous ne faites plus comme nos ancêtres faisaient. Il faut être conséquent, il faut être logique. Les ancêtres ne faisaient pas pour vous rendre prisonnier de ce qu'ils faisaient. Ils faisaient les choses selon leur époque. Mais ils savent que si vous maîtrisez le modus operandi de la chose, vous pourriez l'adapter. Car une tradition qui ne s'adapte pas aux réalités, qui se retrouvent dans une réalité donnée, et bien cette tradition est appelée à s'éteindre. Elle va mourir. Parce que nul ne peut retourner dans le passé. D'accord? La nostalgie du passé, ben oubliez ça. On ne va pas dans le passé. J'aime beau aimer mon enfance. J'aime beau aimer comment, tout innocent, je m'amusais et que mes parents me nourrissaient. Mais il est impossible que je retourne encore pour être enfant, sauf dans mes souvenirs, et que mes parents redeviennent encore à cet âge-là et qu'ils s'occupent de moi. Nous tous, on a rêvé d'une belle enfance, on rêve d'une belle enfance. La réalité telle que le monde la présente aujourd'hui est si souvent douloureuse pour beaucoup de personnes que des gens disent « mais je préfère être encore enfant », mais ils n'iront pas derrière, ils vont continuer. Vous voyez? Donc, les ancêtres ont montré une voie, vous devez saisir le modus operandi, pas la pratique. La pratique importe peu, parce que selon les milieux, la pratique change. Mais ce qui ne va pas changer, ce sont les principes, c'est-à-dire la connaissance qui est associée à la pratique. À partir du moment où vous maîtrisez cette connaissance-là, vous pouvez l'exécuter tout seul. Vous pouvez l'exécuter avec des gens. Vous pouvez même vérifier ce que les gens vous font et savoir que ce qu'ils font est vrai ou si c'est faux. C'est ça l'importance de la connaissance. Et donc, étant donné que ces personnes-là, qui sont généralement des praticiens, ont perdu ce que j'appelle le fil d'or, le fil d'Ariane, qui est la voie de la connaissance magique pour faire la pratique magique, eh bien, ils ne font que répéter la pratique, ce qui donne une forme d'involution, puisque la pratique qui n'est pas renouvelée par la connaissance va stagner et va utiliser les mêmes entités et les renouveler, alors que ces entités ne sont plus propices à notre évolution actuelle. Il faut le comprendre. Donc, ce n'est pas parce que ce sont les choses de nos ancêtres qu'il faut faire forcément comme nos ancêtres faisaient. On fait comme nos ancêtres faisaient selon les principes de codification de la pratique, mais on change la pratique parce que la pratique n'est plus convenable à notre monde d'aujourd'hui. Ça, il faut le dire, c'est obligatoire, c'est comme ça. D'accord? Il faut arrêter de rêvasser sur nos ancêtres parce que les gens parlent comme si nos ancêtres étaient, je ne sais pas quoi, étaient le paradis céleste. Non. Ils avaient eu leurs défis, ils avaient eu leurs problèmes, ils avaient fait face à leur monde, à leur époque, avec les connaissances qu'ils avaient.
Mais ce qui les faisait avancer, c'était les connaissances, c'était les principes. Et ils avaient évolué dans la pratique. Toute pratique est appelée à évoluer. Je le dis et je le répète pour que ça rentre dans votre crâne. Sinon, les gens vont vous faire faire des choses à répétition et ça ne marchera pas. Vous allez entrer dans une redondance. Et cette redondance-là, ça va être une involution au lieu d'aller vers l'avant. Si une entité, je dis bien, si une entité d'il y a 300 ans, je dis bien, c'est un exemple que je donne, si une entité de famille d'il y a 300 ans ou d'il y a 350 ans, 360 ans si vous voulez, cette entité-là apportait à mes ancêtres la prospérité et que 360 ans après, je dois continuer à vénérer cette même entité, c'est que je suis bête. Je parle vraiment là en termes de connaissance. Je suis bête. Pourquoi? Parce que les entités elles-mêmes sont appelées à évoluer de façon cyclique. Maintenant, si une entité d'il y a plus de 360 ans, qui appartient déjà à un cycle passé, je dois encore la vénérer dans un cycle nouveau, alors que cette entité-là n'a pas la même notion de la prospérité que le monde actuel l'impose, je vais toujours régresser. Ou les choses vont aller en dents de scie, je vais aller et après c'est la catastrophe. Parce que cette entité-là n'aura pas la notion, elle ne correspond pas au cycle. À chaque cycle, ces entités, même les entités doivent évoluer ou disparaître le plus simplement possible. Il faut connaître ces lois-là. Donc, pour revenir à un élément simple, donc vous comprenez maintenant ce que la tradition demande. Donc, on a plusieurs traditions, toutes les traditions se valent, toutes les traditions se valent. Ce qui est important dans les traditions, c'est les principes de codification que j'appelle les connaissances. Okay? Sinon, toutes les traditions se valent, que ce soit les traditions de telle famille, de telle autre famille, toutes les traditions se valent, toutes les traditions ont de la valeur parce que ce n'est pas les pratiques qui sont importantes, ce sont les lois qui fondent les pratiques qui sont importantes. Et donc, si on va au-delà des pratiques, vous verrez que les lois de codification des pratiques sont universelles à toutes les familles et tout le monde le sait d'une certaine manière. Donc, les cérémonies de sortie d'enfants et autres, il faut pouvoir les respecter. Autrement, dans votre famille, vous serez dissocié, n'est-ce pas, de l'énergie de la tradition. Maintenant, si vous n'avez plus de tradition, comme je vous l'ai dit, la spiritualité est le fondement de toutes les traditions. Et la spiritualité possède toujours la solution de vous connecter à vos ancêtres, quelle que soit l'origine d'où vous venez. D'accord? Il faut pas prendre les choses dans de la géographie qui en réalité n'a aucun sens. Les esclaves ont été trimballés aux États-Unis, ils sont déconnectés de leur terre et pourtant ils n'ont pas perdu les traditions, ils ont pu se renouveler. Donc le milieu peut changer, l'extérieur peut changer. Ce qui est important, si vous allez à Haïti aujourd'hui, il y a des vaudous très puissants parce qu'à un moment donné, les gens ont maîtrisé toujours les arcanes. C'est les arcanes qui comptent, même si l'habit de la pratique n'est pas la même chose. Ça, c'est l'une des premières énergies ou la première énergie de la famille. Elle est très importante, elle est impactante, elle est décisionnelle. L'autre énergie de la famille que vous n'allez peut-être pas aimer entendre, mais qui est obligatoire, n'est-ce pas, à la famille, c'est l'énergie de Minonan, c'est-à-dire l'énergie de la sorcellerie. Toutes les familles sont potentiellement sorcières. Je dis bien toutes les familles. Et vous avez remarqué, je n'ai pas mis qui a déception. D'accord? Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous n'en avons pas encore trouvé. Que ce soit des familles indiennes, des familles européennes, des familles, enfin, je vais dire occidentales en général, des familles africaines ou d'autres races, etc. Moi, je ne suis pas trop dans les histoires de races. C'est pourquoi je ne les garde même pas dans la tête. Toutes les familles universelles possèdent le courant ou l'énergie de la sorcellerie. Donc, ne vous embêtez plus à aller demander à votre praticien, est-ce qu'il y a des sorciers dans ma famille? Écoutez, il y en a, il y en aura toujours. Il y en a toujours eu, ça ne disparaîtra jamais. Ce n'est pas possible. Il y en a dans ma famille. Il y en a dans votre famille. Dans toutes les familles. Moi, je suis africain. Je n'ai pas besoin de le dire puisque ça se constate. Mais toujours est-il que dans toutes les familles africaines, c'est à ça que je veux aller, il y a la sorcellerie. Ça existe. Je ne parle pas de « il y a un sorcier ». Il y a ce courant d'énergie. Au même titre qu'il y a les mannes des ancêtres,
on peut dire qu'il y a l'égrégore, l'énergie de la sorcellerie, ça existe dans toutes les familles. Si ça n'existait pas, votre famille n'existerait pas. Votre famille n'aurait pas de sens. Ça, il faut que vous l'intégriez dans votre tête. Il faut que vous l'acceptiez. Parce que l'histoire ou le procès que les gens font après, en disant oui, tel est sorcier, c'est lui qui m'empêche d'aller de l'avant, et pourquoi la maman mange ses enfants, pourquoi tout ça, etc. Je vais être franc avec vous, hein. C'est pas que je vous insulte, mais je vais dire simplement que vous êtes bêtes. Parce qu'une chose est sûre et certaine, il ne manquera pas de sorcellerie dans votre famille. Dans votre famille actuelle, ce pouvoir peut ne pas être déclenché. De la même manière que la tradition est souvent toujours dans son énergie portée par quelqu'un de la famille. Et vous le constaterez, hein, lui, il est toujours un peu à cheval sur tout ce qui est tradition, sur tout ce qui est règle, sur tout ce qui est passé. Il est souvent à cheval sur ça. Vous allez voir qu'il y a un groupe d'individus qui sont toujours accrochés à cela. Et ça, il y en aura toujours. De la même manière, il y a un groupe de personnes qui sont des personnes assez armées, assez bizarres, mais c'est des gens qui sont prédisposés un peu à véhiculer cette potentielle énergie que j'appelle la sorcellerie. La sorcellerie existe dans toute la famille, dans toutes les familles, et existe dans votre famille. Vous ne pouvez pas l'exclure, vous ne pouvez pas l'enlever, parce que vous en avez besoin. Et ça, beaucoup de personnes ne l'intègrent pas. Parce que pour toute personne, lorsqu'on parle de sorcellerie, eh bien, c'est quelque chose de maléfique, c'est quelque chose etc. Ça fait partie de l'ensemble de vous. Vous ne pouvez pas le nier. Au départ, la sorcellerie n'était pas ce que vous pensez qu'elle est aujourd'hui. Au départ, les sorciers du village étaient un peu comme des chamans. Ils avaient un certain nombre de pouvoirs. On les appelait des sorciers guérisseurs. Parce qu'ils avaient la capacité de ce que je pourrais appeler Anubis. C'est eux qui géraient toutes les instances liées aux maladies, aux morts, à l'au-delà surtout. Parce qu'ils essayaient toujours de créer un contact entre l'invisible et le visible. Et généralement, ce sont des personnes dotées de puissance. Au départ, on ne pouvait pas les distinguer. C'est pourquoi on les appelait sorciers guérisseurs. Ils étaient à la fois sorciers et guérisseurs. C'est beaucoup plus tard que cette branche a été scindée, où on a pu avoir ceux qui se prétendent guérisseurs et qui, dans nos traditions, se font appeler les vaudous et tout ça, et ceux qu'on a rejetés, qui sont devenus un peu comme des sorciers. Alors qu'en réalité, et je vais vous le dire aujourd'hui, l'un sans l'autre, ça ne peut pas apporter l'équilibre. Parce que l'un représente la pratique magique, et ça, c'est la tradition vaudou ou autre, tout ça. Mais l'autre représente la puissance magique. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un qui est la connaissance magique, si je vais l'expliquer autrement, qui est donc la sorcellerie, et l'autre qui peut devenir le pouvoir magique, la capacité magique. Et donc, les deux vont forcément ensemble. Il n'y a pas de tradition dans une famille sans la sorcellerie, non. La sorcellerie a son rôle à jouer. Le jour où vous les rejetez, le jour où vous ne leur donnez pas leur part d'existence, eh bien, cette branche va vous pourrir la vie. Il faut que vous admettiez que dans votre famille, les sorciers ont une place. La sorcellerie a une place prépondérante. Vous ne leur donnez pas de place parce que vous avez peur d'eux. J'ai des sorciers dans ma famille. Ce n'est pas que j'en ai peur. Pas du tout. Il faut le comprendre. Dans ma famille paternelle, et ça, je connais les gens, ok, par exemple, il y en a. Il y en a, ça, je le sais. Je le sais parce que je sais que j'ai voyagé et que j'ai constaté et j'ai vu. Mais j'en suis heureux. Parce que lorsque vous connaissez votre limite, je parle de la sorcellerie, lorsque la sorcellerie connaît sa limite par rapport à une chose, mais elle n'ira pas vers cette chose-là. Parce qu'en dehors du pouvoir de la tradition, de la sorcellerie, il y a deux autres pouvoirs qui, en fait, peuvent non seulement surpasser la sorcellerie, mais transformer la sorcellerie, y compris même la tradition.
C'est pourquoi je dis que potentiellement, dans une famille, il y a 4 classes d'individus. Il y a les gens qui sont accrochés aux traditions, vous les verrez. Même s'ils ne vont plus dans les traditions, ce sont des gens qui sont liés à des règles appartenant à la famille. Il y a d'autres personnes qui cultivent beaucoup le secret, des individus dont on ne sait jamais rien, on ne sait pas ce qu'ils font, on est toujours un peu... Ils sont toujours de la branche, souvent de la sorcellerie. Je ne vous dis pas ces choses pour que vous vous écartiez de votre famille ou de vos membres de famille en disant « Oui, Godson nous a dit oui, que non. » Ne soyez pas idiots, soyez intelligents. Je vous dis ces choses en tant que force potentielle pour que vous sachiez que vous devez vous préparer à connaître votre famille, à connaître votre famille, à connaître le concept de famille tel qu'il est établi. Et une fois que vous le savez, votre famille, vous l'acceptez pour ce qu'elle est. Et vous savez sur quelle branche vous voulez surfer. Cela vous donne déjà ce que je pourrais appeler une identité au sein même de votre famille. Et vous savez à quelle branche vous appartenez ou vous savez à quelle branche vous voulez appartenir. C'est l'élément le plus important. Donc, la sorcellerie est très importante, elle fait partie de la famille. Et si vous faites les choses de la famille et que vous ne leur donnez pas leur part, eh bien, vous aurez toujours de problèmes. Parce que il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Votre conception du bien et du mal, telle que la religion importée ou les religions importées vous l'ont inculquée, est fausse. Il n'y a pas de bien absolu, il n'y a pas de mal absolu. Il faut que vous arrêtez ça. Ce sont 2 points complémentaires et dynamiques. 2 points qui peuvent s'interchanger et qui apportent de la complémentarité l'un à l'autre, selon les situations dans lesquelles on se trouve. Si vous avez compris ces mots-là, eh bien, commencez à y réfléchir. Nous allons continuer avec la branche de la sorcellerie dans la prochaine émission et continuer avec les 2 autres aspects pour pouvoir vous aider à vivre mieux au sein de votre famille. Parce que lorsqu'on sait à quoi s'en tenir là où on est, ben, on est plus en paix. Maintenant, on choisit au sein de ce quaternaire-là, on choisit sa voie. Et on sait que la voie qu'on a choisie, on en maîtrise le process et on arrive forcément à bon port. On n'accuse plus les gens, on ne maudit plus les gens, on ne se fâche plus les uns envers ou contre les autres. On sait que tout ça, ça fait la famille. Vous voyez, parce que les gens qui viennent de réincarnations différentes, qui à la base sont des étrangers, j'ai dit que je vais en parler, et qui se réunissent dans une famille parce que ayant de liens spirituels ensemble, eh bien, ces personnes viennent constituer le sanctuaire familial avec des forces de divergence un peu partout. Vous voyez, avec des forces venues d'un peu partout. Et généralement, eh bien, cette dimension-là doit s'inscrire dans ce que j'appelle la gémellité qui conduit à sa propre gémellité. C'est-à-dire qu'on a d'abord un aspect primordial, les jumeaux, qui va se mirer pour donner le quaternaire. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans l'ésotérisme. Une chose est sûre, vous avez compris l'essentiel. Et je crois que pour beaucoup de personnes, ça va commencer à apporter la paisibilité intérieure. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois.